Voilà, merci à tous ceux qui nous rejoignent encore cet après-midi. Vous savez que l'Irlande est à l'honneur cette année pour cette 33e édition du festival Étonnant Voyageur. On reprend un petit peu la tradition d'antan, à toujours faire un focus sur un pays. Donc nous avons choisi l'Irlande cette année, nous en sommes très heureux. Nous avons eu déjà plusieurs auteurs sur ce plateau et alors là on fait très fort parce que quand même on a 3 auteurs qui sont avec nous, plus un chanteur. On avait envie de se mettre un petit peu dans l'ambiance avec lui. C'est Thomas McCarthy, que je suis heureuse de saluer. C'est un talentueux chanteur et conteur, héritier d'une tradition musicale orale. Et il s'est donné pour mission de collecter le répertoire musical des Travelers. Thomas, c'est quoi le répertoire musical des Travelers ? Il a un micro. They were not really traveller songs. They were songs that the people in the houses had. And the travellers, they would go around to all the houses and they would call on the people. Back in those times, people were far more friendlier than they are today. Travellers were welcome in every household in Ireland. Voilà. It was considered bad luck years ago to refuse anybody. Alors, Guillaume, réalité, Guillaume Audin qui le traduit. C'était pas tant des chansons de gens qui voyageaient, de voyageurs, c'était des gens plutôt qui passaient de ménage en ménage à une époque où l'accueil était chaleureux et universel. Quiconque se présentait était immédiatement accueilli. C'était une époque plus accueillante et donc les gens faisaient circuler les chansons de cette manière. Et je crois que ce collectage, c'est une grande réussite parce que vous avez récolté beaucoup de musique, de chants de ce répertoire. Combien ? Plus de 1000, je crois. I collected over 1,200 songs from my mother, my aunts, and my uncles and grandfather. My extended family, traveling people, are the backbone of traditional music and song because we kept it a lot longer than the people who lived in the houses. My grandmother's cousin played the uilleann pipes and taught all the great traditional artists how to play them. Un total d'environ 1200 chansons que j'ai comme ça collectées auprès de membres de ma famille, mes parents, mes cousins, mes tantes. Et dans ma famille, effectivement, le cousin de ma grand-mère avait ce talent d'enseigner à chanter un peu partout. Et jouait du Et jouait en plus de la musique elle-même, une sorte de cornemuse du coin. So they were responsible. When the people in the houses, Ireland had a great rush to become modern. Travellers are behind the rest of society. So we held on to these songs a lot longer. And the music. My mother told me that in the 1950s, 60s, when jukeboxes came in to pubs, traditional singing, they didn't like it in the pubs. Oui, il y a ce couple entre la tradition et la modernité en Irlande depuis très longtemps. Et en fait, une forme de modernité, c'est justement de garder ces chansons très anciennes. Quand les jukebox sont arrivés dans les pubs dans les années 50 et 60, ils n'ont pas été tellement bien accueillis par des gens qui étaient encore attachés à ces chansons traditionnelles. So we do not live in residential area. We live outside. So our travellers would make our own entertainment. We class our own singers as good as Elvis Presley or whoever. Parce qu'on n'habitait pas vraiment dans des endroits très peuplés, on habitait plutôt aux marges de ces endroits-là. Du coup, c'est comme ça qu'on trouvait notre amusement en fait avec ces chansons qui étaient colportées par les voyageurs. Alors on va en écouter une là tout de suite. Hein, voilà, on va mettre le... This song is about a poor boy and he's selling brushes and he calls to a big castle and the lady of the castle, she's attracted to him. So the boy falls in love with her. This song was highly prized amongst Irish travellers and English gypsies.
Alors c'est une chanson qui a eu beaucoup de succès parmi les voyageurs irlandais et la communauté gitane en Angleterre. Et l'histoire est la suivante, c'est l'histoire d'un pauvre garçon, un garçon de la Balle, qui vend des balais et des brosses, et qui se présente un jour à la porte d'un château. Et la châtelaine lui ouvre la porte et tombe amoureuse du garçon. Eh bien, on écoute cette chanson. Merci beaucoup, Guillaume, pour avoir assuré la traduction de Thomas McCarthy. On va mettre le micro devant lui et puis on va l'écouter. On va l'entendre chanter, histoire de se mettre un petit peu dans cette ambiance irlandaise avant de vous retrouver les uns et les autres. The song is called Green Brooms. There was an old man, he lived in the west, his trade 'twas the cutting of brooms, green brooms. He had a son, his name it was Jack, he stayed up in the bed till bright noon, up in the bed till bright noon. The old father arose, and up to Jack goes. He swore he would burn down his room, if he didn't arise. Open your eyes, go to the green woods. Cut brooms, go to the green woods to cut brooms. Jack he did rise, he sharpened his knives. He went out to the green woods to cut brooms. At the markets, the fairs, he cries everywhere, oh, fair maids, will you buy my brooms, green brooms? Fair maids, will you buy my green brooms? Jack rambled out through the green woods alone. He came to a castle of stone, great stone. He rapped at the door as he oft did before, crying, maids, will you buy my brooms, green brooms? Maids, will you buy my green brooms? A lady up high, Jack she did spy, she marvelling much at his bloom, Quickly she said to her servant maid, go fetch me that lad who sells brooms, green brooms. Fetch me that lad who sells brooms. Jack he came back, up the stairs he did go. He entered that fair lady's room, her room. Jack, oh, says she, can you fancy me? Will you marry a lady in bloom? Would you marry a lady in bloom? Jack gave consent, to the church they both went. He married this lady in bloom. Says she, I do confess, there's none in the West is as good as the lad who sells brooms, green brooms, as good as the lad who sells brooms. Bravo. Merci beaucoup, Thomas. Merci à Guillaume, merci à tous les deux. On va laisser la place à Pascal pour qu'il vienne nous rejoindre. Mais merci pour ce beau moment. Il y a eu un documentaire qui a été tourné sur Thomas McCarthy par le cinéaste Pat Collins et qui a été présenté cette année au festival Song of the Open Road, qui met en lumière la beauté de la poésie et son incroyable humanité. Il a un très très beau visage, une très très belle voix. Voilà, content de vous avoir fait partager ce moment qui nous emmène en Irlande. Et Pascal va venir s'installer. Tu vas tirer un tout petit peu ton fauteuil si tu veux bien, parce que je ne te verrai pas sinon. Là.
Merci. Tu me vois comme ça, c'est Parce mieux. que je tiens à te voir, Mais tu oui. sais bien. J'ai besoin de t'avoir dans mes yeux. Bon, alors on va continuer puisqu'on est déjà en Irlande. Pas la peine de... Alors, je vous présente nos interprètes sur le plateau, nos interprètes avec un I majuscule. Dominique Chevalier, qui est donc à côté de Jan Carson, qu'elle va traduire. À côté de moi, il y a Rachel Brévière, voilà, qui vient nous rejoindre aussi sur le plateau pour traduire Michel Galen. Voilà, comme j'ai pas le livre sous les yeux, j'hésitais un petit peu. À côté de moi, et auprès de Donna Ryan, il y a Marie Fersner, qui est avec nous aussi chaque année. Hein, la mère, la fille, on est en famille ici. Et puis au bout, le petit Pascal Jourdana. Le je grand traduis Pascal pas. Jourdana, qui ne traduit pas. Voilà, et on va commencer tout de suite, peut-être par Donald Ryan, si tu veux bien. Alors, est-ce que les informations que j'ai sont bonnes? Je n'en sais rien, parce qu'on n'a jamais le temps d'en discuter avant. Donc, je vais me lancer, et puis si je dis des bêtises, il va m'arrêter. Hein. Né à Tipperary, c'est bon. Un comté célèbre, paraît-il, pour ses pur sang, ses terres agricoles et son équipe de hurling. Il est décrit comme le roi de la nouvelle vague d'écrivains irlandais par Sébastien Barry, l'un de ses compatriotes auteurs. Il s'est imposé en quelques ouvrages comme l'un des grands noms de la littérature irlandaise. Ses œuvres sont publiées en France chez Albin Michel et sont traduites dans beaucoup de langues, plus de 20 langues. 5 de ses romans sont devenus des best-sellers sur son île natale, dont Le cœur qui tourne, élu meilleur livre de l'année en Irlande et finaliste du Man Booker Prize. Voilà, paraît cette année. Alors, ce livre d'avant, Le cœur qui tourne, si je ne m'abuse, donnait voix à 21 protagonistes. C'est bien ça, le livre d'avant? Celui d'avant, le livre Le cœur qui tourne. Et celui qui paraît cette année est un recueil de 20 nouvelles, comme autant d'éclats de vie qu'il capture. Alors, ma première question concerne justement cette multiplicité des voix ou des histoires. C'est un genre que vous aimez particulièrement, Donald? Yes, it really is. And the voices actually were quite clamoring. And I was saying earlier that writing short stories probably wasn't the best idea for me at the time when I did it. But I started off from a place of kind of hubris. I made the arrogant boast to my publisher that I would write about 20 stories, no problem. And then I accepted an advance on the basis of this promise. And 3 months later, my wife came home from work to find me lying on the ground in the kitchen, curled up in a fetal position, crying like a child. And I rarely cry. And she said, "Oh, what's wrong with you?" I said, "I can't do it. I can't. These stories are too intense. The voices in my head are too loud. It's driving me mad." And she goes, "Get up, you idiot. Just get up, finish them, stop complaining." Oui, alors les voix étaient déjà très puissantes dès le départ. Alors je dois dire que pour l'écriture de ce recueil, c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai jamais eue de ma vie, mais tout vient d'un moment d'hubris, je l'avoue, puisque j'ai promis à mon éditeur que écrire 20 nouvelles comme ça, pas de problème. Donc j'ai reçu une avance sur la base de cette promesse, et 3 mois plus tard, ma femme rentre du travail, me trouve allongée sur le sol de la cuisine en train de pleurer en position fétale en disant « je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver ». Alors elle me dit « bon, écoute, ça suffit les jérémiades, tu t'y colles et tu me termines ça ». Voilà, et je me plaignais parce que je disais, mais les voix sont trop fortes, je n'y arrive pas. Vous direz merci à votre femme, de notre part? Oh yes, obviously. I mean, I wouldn't be anything in life without her, and definitely not a writer. Oui, évidemment, je ne serais rien sans elle et certainement pas un écrivain. Alors j'aime bien l'expression pour définir ces nouvelles, des éclats de vie, des sortes d'instantanés qui mettent en scène la fragilité, la violence, la beauté, la noirceur, la tendresse qui nous compose, nous, êtres humains. C'est ce que vous avez voulu montrer, cette diversité?
Well, thank you so much. That's a beautiful way of putting it. I really appreciate that. That's such a lovely, succinct way of putting it, because that's was my ambition, was to try to reveal something about what's occluded or unspoken about the human condition when I wrote the stories. And they did start to form themselves into a series of confessions and explanations for certain things happening. As my late father used to say, human beings are fit for anything. And so literally anything can happen in a story, because when you write a story, you're trying to explain something about the madness of existence and the madness that exists inside all of us. Even when we seem sane and calm and rational, we're all seething masses of chaos and contradiction and hate and love and everything in between. Alors, merci pour cette description magnifique. Je suis très touchée et ça correspond tout à fait à ce que je voulais faire, parce qu'effectivement, je voulais, sur la page, révéler ce qui n'est pas nécessairement dit, mais qui fait de nous des êtres humains. Et donc, ces histoires ont fini par former un recueil de confessions, de choses qui sont enfin expliquées et dites. Mon père disait souvent, l'homme est capable de tout, et donc dans les histoires, tout peut arriver, et la folie de l'existence se révèle à travers les histoires, parce qu'on a beau avoir l'air d'être calme et rationnel, mais en réalité, en dessous de tout ça, il y a le chaos, la folie, la haine aussi bien que l'amour, et tout ça, on le voit dans l'être humain. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée. J'avais envie de parler de la dernière nouvelle du recueil. Est-ce que ça vous choque ? Parce que c'est aussi celle qui donne le titre au livre, Soleil oblique. C'est aussi le titre anglais, hein, c'est ça ? Ça veut dire la même chose, c'est le même titre. Hein. Donc, Soleil oblique, ça veut dire quoi exactement ? You know, actually, I rarely say that I like anything I write, but I do like that story. And it seems to me, because it went so wrong, the story, I intended it to be a different story altogether. And the character of the burglar, the young man who is part of a criminal gang who shouldn't be, you know, well, obviously no one should be part of a criminal gang, but this guy is not cut out for the life he has chosen. His epiphany, or the revelation about him, seemed to occur from outside of me. It was so strange and so powerful, and I was so certain about the rightness of the story after it was finished. But A Slanting of the Sun sounded kind of nice. It was a line from one of my awful teenage poems that I wrote, I think, after a girl had broken my heart. But it seemed apposite for the collection because of the strangeness of the behaviour of the people in the collection, but still, at the end of the day, the rightness of how they act, because they have no choice but to act in the way they act in most situations. Alors, il est assez rare que je dise que j'aime ce que j'ai écrit, mais il se trouve que j'aime beaucoup cette nouvelle. Moi aussi. Et c'est marrant parce qu'en fait, elle ne s'est pas du tout terminée comme je l'avais planifié. Donc on a ce jeune qui s'est choisi une vie dans un gang. Alors évidemment, personne ne devrait choisir de vivre dans un gang ou avec un gang, mais alors lui, il a vraiment très très mal choisi sa voie parce qu'il n'est pas fait pour. La révélation qu'a eue ce personnage, elle a eu lieu en dehors de moi. C'est pas quelque chose que j'avais prévu ou anticipé en tout cas. Et quant au titre, mais c'est un titre que j'aime beaucoup et qui vient d'un poème que j'avais écrit quand j'étais adolescent, sans doute après m'être fait briser le cœur par une fille. Et j'aime beaucoup cette expression parce qu'elle correspond plutôt bien à l'étrangeté des comportements des êtres humains. Alors, l'histoire, je vais pas la raconter, bien sûr, en entier, Soleil oblique, parce que c'est important, mais ça commence dans une violence extrême et ça se termine d'une façon absolument bouleversante. L'histoire est racontée par un vieil homme. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas en dire plus, il faut vraiment la découvrir, si. Yeah, I mean, the voice of the old man was quite clear to me, and the situation he's in is a situation that has a sickening ubiquity in society. I mean, awful, violent crimes are committed every second as we speak right now. You know, violence is being perpetrated against people, but you know, it's
what can happen afterwards, the healing process that has to happen after violence has been committed, was kind of an obsession I had, and how a person might change, how a person might be able to leave behind their deeds and redeem themselves somehow. Because everyone deserves a chance at being redeemed, no matter what they do. Oui, la voix du vieil homme m'est venue tout de suite. Et pour ce qui est de la violence, mais j'ai choisi de la mettre au début de cette histoire parce que des faits violents ont lieu chaque seconde. Là, nous sommes en train de discuter et quelque part, quelque chose de violent a lieu quelque part. Et ce qui est important, c'est de voir ce qui se passe après la violence, comment la guérison se met en place. C'est devenu une obsession pour moi et c'était ça que je voulais essayer de travailler. Comment on fait après un acte violent pour changer, pour essayer de se racheter, parce que chacun a droit à une seconde chance. Alors, il y a une autre nouvelle dans laquelle, je vous lis juste un petit extrait. Le temps le préoccupait. C'est la nouvelle qui s'appelle Tommy et Moon. Le temps le préoccupait, la notion même du temps considérée comme une chose. Comment cela se passait-il vraiment? Il n'y a de réel que l'instant présent. Qu'est-ce qu'un instant? Une chose divisible à l'infini. Ainsi, la plus petite partie d'un moment n'existe-t-elle pas? Donc un moment n'existe pas non plus, et le temps n'est rien d'autre qu'un tour de passe-passe que l'esprit se joue à lui-même pour fuir l'impression que tout arrive simultanément. Vous êtes très préoccupé par l'histoire du temps? Oh, absolutely. It's so strange that you picked the two stories that I actually kind of love in the book. It's great. And that story actually is based on my wife's uncle, who was a very, very quiet man, who most people presumed was a bit simple, in a very nice way. You know, simple as in he had simple habits. He was uncomplicated. He'd walk into the fields every day, and animals would approach him because he was so gentle. He had a kind of a glow about him of love, kind of. But he was a very straightforward person. But he had a very deep intellect. And once he was in the car with me, and he said, "Donny, do you believe in ghosts?" And I said, "Yeah, I do, Dan." And he told me why he believed in ghosts and the afterlife. And he started to talk about time, and time not being the way we think it is, not being linear. And he started to talk about quantum physics, and it was amazing. And after he died, he had a very small cottage. His sisters found a huge trove of books on science and nature and astronomy in his room. He was quite a remarkable man, and that story pretty much is about Dan and his life. C'est marrant parce que vous avez choisi de parler des deux nouvelles qui me plaisent le plus dans le recueil. Alors cette histoire-là, elle est basée sur l'oncle de ma femme, qui était un homme très très silencieux et que beaucoup pensaient être simple. Il était très simple dans ses habitudes. Par exemple, il allait marcher dans les champs et les animaux s'approchaient de lui. Parce qu'il était très calme et qu'il avait cette espèce d'aura d'amour. Et en réalité, c'était quelqu'un qui était profondément intellectuel. Je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec lui où on parlait de notre croyance des fantômes. Et il croyait aux fantômes. Et on s'est mis à parler du temps et du fait que ce n'était pas du tout un concept linéaire. Et il s'est mis à parler de physique quantique. Et après sa mort, on a retrouvé chez lui une tonne de livres scientifiques ou qui portaient sur la nature ou l'astronomie. Et donc, cette nouvelle parle de lui. Et il raconte entre autres comment on l'a envoyé étudier chez les frères chrétiens. Et, son père réussissait tout juste à payer la pension. Et il ajoute dans les évangiles, on ne parle pas de Jésus-Christ battant les petits-enfants à coups de bâton. Voilà, c'est assez surprenant aussi. Alors, on ne va pas parler des 20 nouvelles hein, qui peuplent ce livre et qui sont toutes très, très originales, très, très passionnantes. La première traite d'une relation ambiguë qui va se créer entre la mère d'une victime et son assassin par accident quand même, il faut le dire. Il y a plein de choses extrêmement surprenantes. Ça s'appelle Soleil oblique. Soleil oblique, donc, on ne regarde pas les choses comme ça. Il y a toujours une manière de regarder les choses. Voilà.
Merci, paru chez Albin Michel et qui a été traduit, je ne l'ai pas dit et il faut que je le fasse, traduit de l'anglais par Marie Hermé, traduit de l'anglais d'Irlande, hein, bien sûr, par Marie Hermé. À toi de jouer, mon À grand. moi? Ah oui. À Michel, plus exactement, Michel Galen, pour ce que Magellan n'aimait pas, chez Joël Losfeld, traduit par Karine Chichereau, je le dis tout de suite pour ne pas l'oublier, Karine Chichereau dont on a déjà parlé tout à l'heure, pour Billy O'Callaghan. Voilà, qui est un très beau livre. Alors, Michel, vous êtes né dans les années 70 à Tyrone, en Irlande du Nord, pendant la guerre civile, non loin de la frontière. Vous avez étudié la littérature anglaise, Trinity College de Dublin, étudié l'édition à l'université de Stirling. Votre premier roman s'intitule Big Girl, Small Town, petite ville, grande, grosse femme, petite ville, j'y arrive, c'est dans l'autre sens, qu'on a traduit en français par ce que Magellan n'aimait pas. C'est celui-là dont on parle, c'est le premier livre qui a été sélectionné pour des prix, qui a été très remarqué. Il y en a un deuxième qui n'est pas encore traduit, qui est Factory Girls. Je vous laisse traduire, publié en 2022 en Irlande. C'est des existences quotidiennes dans un pays qui reste rongé par des difficultés, des conflits qui ne sont pas forcément évidents, et on le voit assez avec ce que Magellan n'aimait pas. Alors je vais commencer, parce que le titre se prolonge par vraiment le premier chapitre, et on ne peut pas faire autrement que de lire ça. Dans sa tête, Magellan tenait une liste de trucs qu'elle n'aimait pas trop. Les 10 premiers n'avaient pas changé depuis 7 ans. Les bavardages, les commérages et autres conneries. 2, les contacts physiques. 3, le bruit. 4, les lumières trop fortes. Elle ne serait pas bien ici. 5, les trucs parfumés. 6, Madame Connasse. On découvrira très vite qui c'est. 7, la sueur. 8, les blagues. 9, le maquillage. 10, la mode. Et puis elle décline ça en plein de petits sous-ensembles, parce que le maquillage, elle aime pas trop, parce que voilà, il y a des trucs qui bavent, qui sèchent, qui s'écaillent, c'est de l'argent foutu en l'air, enfin ça se décline. Et les trucs que Magellan trouvait vraiment intéressants étaient beaucoup plus courtes. 1, manger. 2, Dallas, sauf la saison 85-86. 3, la chaîne payante Gold. 4, papa. 5, mémé. 6, la Schmidt-Wix, alors ça, je vous laisserai découvrir. 7, les antidouleurs. 8, nettoyer. 9, le sexe. 10, les sèches-cheveux. Et là aussi, ça se décline. Alors, Michel, il y a beaucoup, on le voit de suite, hein, il y a beaucoup d'humour. En même temps, c'est un personnage qu'on découvre qui est quand même dans une situation, elle est déclassée, quoi. C'est une femme qui est en surpoids, comme on dit, qui a 27 ans, qui vit auprès de sa mère alcoolique, qui vit le jour au travail dans un fish and chips, qui s'appelle Salé Pané Frit. Je ne sais pas ce que c'est en irlandais. Et puis, il y a plein de trucs qu'elle ne supporte pas, et en particulier les gens qui viennent la voir quand même pour lui acheter des trucs. Alors, Michel, je voulais vous demander, à travers ce personnage qui a des pathologies un peu bénignes, mais qui finalement lui pèsent beaucoup, on a l'impression que finalement, elle concentre en elle plein de choses qui ne vont pas chez les autres. Comme si autour d'elle, c'était une sorte de chaos, et qu'elle était une sorte d'aimant pour accumuler tout ce chaos en elle. That's interesting, because my husband always tells me I'm a magnet for weirdos and danger. Alors c'est drôle parce que mon mari me dit toujours que je suis un aimant à gens bizarres. Tous les bizarres s'incluent à moi. Today in San Malo, I had a lovely walk on the beach. I walked around the old town. I took a coffee. I sat on a bench, and I was like, okay, these guys are all drinking. They're all pushing each other. It's all a bit chaotic. I could have sat anywhere, but I sit beside the alcoholics who were having fun. D'ailleurs, ce matin, à Saint-Malo, il faisait beau, je me suis promenée sur la plage, j'ai pris un café, je me suis assise sur un banc, et à côté de moi, il y avait toute une bande d'hommes qui buvaient, se poussaient, se chahutaient. Je me suis dit, finalement, j'aurais pu m'asseoir n'importe où, mais c'est là que je me suis assise, pas par hasard. I really like
characters from all walks of life. And I think a very interesting thing about growing up in a very small town is you can't hide. Everyone knows your secrets. They might even know things about your family that you don't know. And also, you, in a very small town, there's usually like maybe one school. So if you're rich or you're poor or you're in between, you go in the same classroom as everyone. There is no hiding. There is no separation, except in the town I grew up. You know, the Catholics were here and the Protestants were there, very separate. So I'm really interested in characters who have what look like very normal lives or very banal lives, but are actually living very intense interior lives, and also taking the opportunity to enjoy what they've got, if that's just sex and chips. Alors moi, j'aime beaucoup les personnages un peu différents. Et c'est ce qui se passe quand on grandit dans une petite ville. Quand on grandit dans une petite ville, finalement, tout le monde connaît tout le monde connaît vos secrets, tout le monde connaît des secrets sur votre famille que, si ça se trouve, vous ignorez. Une petite ville, c'est aussi une école, une classe, donc riche ou pauvre. Tout le monde se retrouve dans la même classe, on ne peut pas se cacher, sauf à l'époque où moi j'ai grandi et où les catholiques étaient dans une école et les protestants dans l'autre. Mais moi j'aime ces personnages qui finalement de l'extérieur ont peut-être une vie très routinière, très banale, mais qui possèdent néanmoins une vie intérieure intense et qui arrivent à profiter de ce qui fait leur vie, même si ce n'est que s'envoyer en l'air et manger des frites. Alors, cette Majella, on est uniquement avec elle. Hein. On vit par elle, par son regard, par ses émotions, par ce qu'elle n'aime pas, et les rares choses qu'elle aime. Tout est, c'est des micro-chapitres, hein, c'est des chapitres très courts, des petites scénettes quotidiennes qui sont à chaque fois intitulées objet 45, la monnaie, objet 41.2, météo, le froid, objet 17.3, douleur, la douleur des autres, objet 1, bavardage, commérage, etc. Bon, vous voyez. Mais c'est écrit à la troisième personne. C'est-à-dire qu'on est quand même, peut-être un peu comme elle-même se regarde, un peu à distance d'elle-même. Est-ce que, à la fois, c'est très drôle et on participe et on est ému par cette personne, et en même temps, elle s'observe. So I think what's interesting is in Northern Ireland, I think if you've experienced trauma, I think you kind of step away from yourself a bit. And the character of Majella has been through a lot of trauma. Her uncle was blown up in a bomb. Her father has disappeared. And last week, somebody beat her granny to death. So. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on grandit en Irlande du Nord, quelque part, on est obligé de mettre une distance entre soi et les événements parce qu'il y a des traumatismes dans la vie de tout le monde et dans la vie de Majella. Son oncle est mort, tué par une bombe qui explose, son père a disparu. Et dans le roman, quand le roman commence, sa grand-mère vient de se faire assassiner la semaine précédente. So for Majella, there's this incredibly difficult life. And I think also, I'm trying to explore neurodiversity. Majella is an undiagnosed autistic female, so she is processing the world at a slight remove. But I also think that lets us maybe enter her world in a more interesting way because it's almost like you're standing behind Majella or over her shoulder. So you're very close, but you're not too close. So I think it gives you permission, perhaps, to enjoy the darker humor, that you're not feeling traumatized by sitting exactly in Majella's place, but you're kind of going, that's terrible, but it's kind of funny. Et Majella a une vie que de toute évidence on qualifierait de difficile. En même temps, à travers son personnage, j'explore la neurodiversité, les gens qui ne sont pas tout à fait comme tout le monde. D'ailleurs, Majella est quelque part sur le spectre de l'autisme, hein, non détecté. Donc, il y a cette distance et c'est très intéressant parce qu'on voit son monde comme si on était sur son épaule. On est près, mais pas trop. On n'est pas collé. D'où cet humour noir qui fait que si on était trop près, ce serait peut-être terrible. Et comme il y a cette petite distance, on peut se dire « Ah, c'est horrible, mais qu'est-ce que c'est drôle !» Oui, c'est exactement ça. Alors, à propos de la mort de la grand-mère, moi, j'ai eu l'impression, mais c'est comme un étranger de Camus avec l'humour.
Aujourd'hui, maman est morte. Bon, c'est pas très drôle, mais il y a cette distance-là, comme s'il n'y avait pas d'émotion. Et là, c'est la même chose, sauf qu'il y a l'humour noir, et puis quand même un très fort attachement. Elle est énormément attachée à cette grand-mère, mais c'est comme si elle s'interdisait les sentiments. Alors, je ne sais pas si vous avez eu L'étranger de Camus en tête, mais il y a quelque chose un peu comme ça. I've read it and I love it. It's that same interesting psychology where someone sees very clearly but is missing something. And for Magella, I think it's quite deliberate. I grew up in a town where if you could see things clearly, perhaps, but you also knew it was very dangerous to speak about things clearly. You knew it was very dangerous, perhaps, to add up, I saw that guy, and I saw him in this car, and I saw him put that in his car, and then I didn't see him, and then somebody died. It's a safety mechanism in many ways to say, I know all these things, but I'm going to protect myself by not adding up all the pieces. So in the book, it is a murder mystery in many ways, but Magella herself is refusing to be a detective to protect herself. So I think that's very interesting. And I love the book, The Stranger. I love that book. So. Oui, je connais L'étranger et j'aime beaucoup L'étranger parce que c'est psychologiquement très, très intéressant. On voit que c'est un homme qui a une très forte perception. En même temps, on sent qu'il manque quelque chose. Et Magella est comme ça aussi. Bon, moi, j'ai grandi finalement en Irlande du Nord, dans un pays où on peut voir des choses, mais quand on voit des choses, on se met en danger. Si on voit que tel homme a mis tel objet dans telle voiture et ensuite on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on apprend plus tard que quelqu'un a été tué, en fait, on se protège en ne rassemblant pas les indices. C'est un mécanisme de sécurité et de protection que de ne pas raccrocher les wagons. Et c'est exactement ce que fait Magella. Quelque part, il y a des indices sur qui a tué la grand-mère, mais elle se refuse à jouer au détective. Peut-être une ultime question très rapide. Ça se passe à peu près quand? So I wrote it in 2006, but it's set in 2004, and I chose 10 years after the ceasefire. I was living in Belfast, and the troops, there was no more soldiers, we had peace, and we were supposed to be happy, you know, it was like, peace is here, shut up, you're fine. But in Belfast and in Tyrone, where I grew up, I saw a lot of very unhappy people, and we had grown up expecting to be on television for violence. We expected to be in the newspaper for violence. We thought we were good at doing bad things, but then getting, headlines. And all of that was gone, and it was kind of like the Muslims were in the headlines and we weren't cool. Our terrorism was so passé. And so I really wanted to examine people who had only been seen in the TV, now feeling a bit sad about not being seen. So the town in the book is so happy because Magella's grandmother was murdered, and the TV people are back, the radio people are back. It's so exciting again. Oui, en fait, le livre, alors je l'ai écrit en 2006, mais j'ai choisi de situer les événements en 2003-2004, soit 10 ans après le cessez-le-feu. Et c'est une époque où je vivais à Belfast, il n'y avait plus de soldats, la paix était restaurée, et donc on était tous censés être très heureux, mais je voyais bien qu'aussi bien à Tyrone qu'à Belfast, il y avait des tas de gens pas heureux parce qu'on avait grandi avec l'idée que la violence c'était notre truc, que c'était un truc où on était vraiment bon, on savait faire, on était dans les gros titres, les gens venaient nous voir parce qu'il y avait des bombes partout, et maintenant d'un seul coup c'était les musulmans qui faisaient les gros titres, notre terrorisme était totalement has-been, et je voyais tous ces gens très malheureux de ne plus être à la télé. Et dans ce livre, finalement, on voit cette petite ville, tout le monde se réjouit parce que d'un seul coup, comme la grand-mère s'est fait buter, les télés sont de nouveau là, il y a des journalistes partout, et donc toute la ville est très contente en fait. Voilà, vous avez tout saisi. Alors on va parler maintenant du livre de Bravo, oui, vraiment bravo. On va parler du livre de Jan Carson,
Jane Carson avait 18 ans quand les accords de paix ont été signés. Grande amatrice de réalisme magique, elle est inspirée par Salman Rushdie, Angela Carter. Elle développe une œuvre ancrée dans l'histoire sociale et politique de son pays, où interviennent d'inquiétants événements surnaturels. Le premier de ses romans à avoir été traduit en français, Les Lanceurs de Feu, a été finaliste des prix Femina et Médicis étrangers. Et il est en cours d'adaptation, c'est ça, par la BBC? Les deux romans, en fait. Les deux romans sont en cours. Celui-ci aussi? Le prochain, d'accord. Et donc cette année, Jane Carson arrive avec un livre qui s'intitule Les Ravissements, une histoire assez incroyable d'une épidémie qui frappe les enfants dans un village imaginaire d'Irlande du Nord. On est au début des années 90, et là, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Michel, là, les gens vont pas être vraiment heureux, mais aussi à cause des événements qui vont se passer, la télévision et les journalistes vont tous envahir ce village. Alors, on va parler un petit peu de l'histoire. Je sais que Dominique est une grande fan du livre de Jane Carson, qui a été traduit, il faut le dire, en français par Dominique Guablanquet. Voilà, c'est important de le dire. Et ça se passe au début dans une école de 11 enfants. L'histoire est racontée du début jusqu'à la fin par une petite fille qui s'appelle Anna, qui a 11 ans. Non, qui a quel âge? Oui, c'est ça, elle a 11 ans. Alors, elle est un petit peu à part dans ce village parce que sa famille est fondamentaliste, encore plus fondamentaliste que le reste du village. Ce sont des chrétiens charismatiques évangélistes. Ça donne pas envie, hein, la description que vous en faites. Hein. Oh dear. First of all, can I just say that I accidentally looked over my shoulder and I didn't realize how many people were in this room. And it's so incredibly humbling to see how many folks have turned out to listen to Irish literature. So thank you so much for that. La première chose que je voulais dire, c'est que j'ai par hasard regardé par-dessus mon épaule et je me suis rendu compte du nombre de gens qui étaient là en train de nous écouter. Et c'est quelque chose qui vous rend humble de voir que tant de gens se déplacent pour entendre parler de littérature irlandaise. It's sort of like the echo. There's the people who get the English and then the echo with the translation. Alors j'ai droit à l'écho, il y a les gens qui comprennent l'anglais, et puis après il y a l'écho de ceux qui comprennent avec la traduction. Tu es l'écho, Dominique. It's also really, really lovely to be on stage with two Irish writers who are two of my favourite Irish writers and also two people I consider very good friends. So it's lovely. This is a little snapshot of what community looks like in Irish writing, and you ask yourself why there's so much great Irish writing coming at the minute, and part of it is because we all support each other, and I think that's a really important thing. C'est aussi quelque chose d'absolument formidable d'être sur un plateau avec deux auteurs irlandais qui sont parmi les meilleurs et qui sont aussi de très bons amis. Et on se pose la question de savoir pourquoi il y a une telle explosion de la littérature irlandaise. Et bien c'est parce que voilà, on fait aussi partie d'une communauté qui sait se soutenir les uns les autres. And on the subject of community, I am so sorry that this is not a tempting community because it is the community that I grew up in. This is very much, it's a fictionalized version of my own experience growing up in fundamentalist Presbyterianism. So you may have heard of Ian Paisley, mostly shouting no very loudly. That was the world that I grew up in. Oui. Et alors évidemment, c'est un petit peu triste de penser que la communauté, puisqu'on parle de communauté que j'ai décrit, n'est pas particulièrement tentante, mais enfin, c'est celle dans laquelle j'ai vécu. C'est une version de roman de la communauté dans laquelle j'ai grandi. Vous avez peut-être entendu parler de Ian Paisley, ce politicien dont on sait surtout qu'il hurlait « non, non, non ». Eh ben, c'est là que ça se passe. It sounds nicer in French. Et c'est plus sympa en français. And you will not have seen this world reflected much in art coming out of Ireland because art and literature, dancing, music, cinema is all prohibited within that culture. So
a little bit like some other very fundamentalist religions, the only people who are really writing about it are people who have moved out of that community. So I still sit on the edges of it. My family are still part of this world, but I no longer am. Et alors c'est un monde dans lequel dont on entend peu parler en littérature, parce que tout ce qui est musique, danse, littérature est interdit dans ce genre de communauté fondamentaliste, comme certaines autres communautés fondamentalistes. Et du coup, les seules personnes qui peuvent en parler sont des gens qui, ayant vécu de l'intérieur, en sont partis. Pour ce qui me concerne, je suis un petit peu à cheval, puisque ma famille est encore à l'intérieur de cette communauté, mais moi j'en suis partie. Alors on parle un petit peu du personnage d'Anna, de ce personnage qui va raconter cette histoire. Il va se passer des choses terribles dans ce petit village. On doit dire que Anna a quand même une relation très jolie avec son grand-père, qui est un petit peu moins rigoriste que son père. Et puis donc, ce qui va se passer, c'est qu'un mal mystérieux va atteindre les autres enfants de sa classe, et ils ne sont pas bien nombreux, et voilà, où êtes-vous allé chercher cette idée terrible des enfants qui meurent les uns après les autres? So I wanted to explore what a tragedy would look like in a small religious community and how people would respond to it in various different ways. But I didn't want it to be a Troubles novel. The Troubles are very much backdrop to this novel. So I had to pick a kind of illness where you could kill a lot of children very quickly without a bomb. That's quite hard to do. Alors, je voulais explorer évidemment les effets sur une communauté de quelque chose d'aussi terrible. Mais je ne voulais pas que ce soit un roman sur les troubles irlandais. Évidemment, les troubles sont à l'arrière-plan de toute l'histoire. Mais je ne voulais pas qu'on ait tout d'un coup une dizaine d'enfants morts parce qu'une bombe leur est tombée dessus. Donc, ce n'était pas si facile que ça de trouver un système qui allait tuer les enfants les uns après les autres très vite. It's set in 1993, so Hannah has no access to the internet. She doesn't know how other people are living their lives. She assumes that the way her very religious family live their life is how everybody, all normal people, get on. And then suddenly her whole little world turns upside down, and life is not playing out as it should be. Alors, l'histoire se situe en 1993, et donc Hannah n'a absolument pas accès à Internet ou à tout autre moyen d'information de ce qui se passe du reste du monde. Et donc, pour elle, la vie dans sa toute petite communauté, c'est comme ça qu'elle se déroule pour les gens normaux. Et tout d'un coup, évidemment, quelque chose va venir complètement bouleverser cette vision. So I think it's very much a novel about something that we all go through, that movement where you move from being the product of your parents, taking on their beliefs and how you've been brought up, and moving towards being an autonomous individual who decides what they think for themselves. In Hannah's case, it's just a little bit more extreme, but my experience was quite extreme. And Hannah's 11 making these decisions. I was 32 when I made these decisions. Et alors, d'un certain côté, finalement, c'est quelque chose qui se produit pour chacun d'entre nous, cette façon de passer de quelqu'un qui est construit autour des croyances de ses propres parents pour devenir un individu autonome. Alors, on passe tous par là. Évidemment, dans le cas de Hannah, c'est beaucoup plus extrême. Elle a 11 ans. Pour moi, ça a été tout à fait extrême aussi, et j'en avais 32. Alors, on va découvrir donc ce qui se passe. Les enfants sont d'abord atteints de certains symptômes, et puis ils finissent par s'en aller les uns après les autres. Alors, vous pensez bien que ça pose question, et dans ces cas-là, il faut toujours trouver des coupables. Alors, ça va provoquer une situation extrêmement désagréable dans le village même, parce que il faut chercher un coupable. Alors, qui est-ce? Est-ce que c'est l'étranger qui est venu s'installer dans ce village? Est-ce que c'est... Voilà, c'est ça dont j'avais envie que vous parliez. I'm not going to give away any spoilers. You all have to buy the book to find out who done it.
Je ne divulgacherai rien. Achetez le livre. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas. No, but joking aside, I wanted to kind of exploit that idea of casting blame, that constantly it's human nature to not look at yourself, at your own culpability, but to think, who are we going to point at and blame? And we in Northern Ireland are very good at that. We're not very good at looking at ourselves and saying, maybe the problem starts with me. You look over the other side of the fence and say, oh, that man in the front row looks very dodgy, it's probably his fault. Bon, c'est évidemment la nature humaine que d'aller rechercher un coupable ailleurs. C'est difficile, n'est-ce pas, de regarder en soi et de se dire que peut-être la culpabilité commence avec soi-même. Et nous, en Irlande du Nord, on est très très fort pour ça, pour aller chercher à blâmer quelqu'un d'autre, à pas se regarder soi, mais à regarder par-dessus la barrière et à se dire, le monsieur là qui est au premier rang, il a une drôle de tête, ça doit être sa faute. Sorry. And I'm really glad that we were talking about Donald's short stories, because that collection it was such a model for me, Donald's writing, in how to write characters that are both quite attractive, people that you want to spend time with, but also deplorable. And I mean, that's not who Donald is as a person, but he writes those complex characters really well, who are culpable, and also you kind of understand why they've done the terrible things as well. They're very interesting characters to write. Je suis particulièrement contente qu'on ait parlé du recueil de Donald et des personnages qu'il y a développés, parce que c'est tous des personnages complexes, justement, qui sont à la fois plaisants et attirants et en même temps coupables. Et pour moi, ça a été un modèle absolument formidable pour essayer d'avoir des personnages un petit peu profonds et comme ça complexes. Je ne sais pas si Donald veut répondre à cette... To defend himself. No, just perfect. Thanks, Jen. Thank you so much. Much appreciated. C'était parfait, je n'ai rien à ajouter. Alors donc, et là, il faut quand même dire, parce que c'est là où on retrouve le réalisme magique que vous aimez. Le problème, c'est que ces enfants vont mourir, mais ils vont réapparaître. Mais ils vont réapparaître seulement à Anna, les uns après les autres. Quelle idée fantastique, ça aussi. Ils viennent raconter quelle est leur vie dans cette entre-deux. I stole the idea from the Pied Piper of Hamelin. I was always fascinated by that story about the man who saves the town from rats and comes back and takes all the children, but one child is left behind. And I think that's a really interesting character to write. And what would it be like if the children came back to tell her what their lives were like in the next place? Alors, j'ai volé cette idée dans le conte du joueur de flûte de Hamelin. J'aime beaucoup cette idée donc le joueur de flûte qui vient débarrasser la ville des rats et puis qui ensuite revient pour emmener les enfants. Et il n'y en a qu'un qui reste derrière. Et est-ce que ça ne serait pas formidable si ceux qui sont partis venaient lui raconter comment c'est? And all my work has magical realism in it. I didn't know that I was a magical realist because I've just learnt to write by reading, and I didn't know there was a term for it until someone gave me Günter Grass's The Tin Drum and said, "That's you, you're a magical realist." Alors, oui, je fais partie des gens qui travaillent le réalisme magique. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, du moins je ne savais pas qu'il y avait un nom, puisque j'écris inspiré par ce que j'ai lu, évidemment. Et puis quelqu'un m'a mis le livre de Günter Grass, le Blechtrommel, le tambour, et voilà, j'ai eu un nom que je pouvais mettre sur la façon dont j'écris. And I think that I am a magical realist because I believe every writer has a primary storytelling text or language, how they learn to tell stories. So it might be Greek mythology, Celtic legends, your grandmother who's a really good storyteller. Like Thomas was saying about the songs, for me it was the Bible. And I can say this in France because you're all secularists, but the Bible is a magical realist text. It's set in the real world and then weird stuff happens. And that's how I learned to tell stories, so that's how I write stories.
Et j'aime ce terme de réalisme magique, et je m'y retrouve en effet, parce que finalement, chaque écrivain a un texte primaire, de base, à partir duquel il a été inspiré. Alors ça peut être votre grand-mère, ça peut être les légendes celtiques, ça peut être, comme le chantait Thomas, voilà, les chansons des voyageurs, ça peut être la mythologie grecque, etc. Chacun a son texte de base. Ben, moi, c'était la Bible. Et je peux le dire ici parce qu'on est dans un pays laïque, mais la Bible, il n'y a pas de réalisme magique plus grand que dans la Bible. Alors, la jeune Anna, celle qui raconte l'histoire, va-t-elle, elle aussi, être atteinte? On ne va pas vous le dire. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces enfants qui reviennent, ils disent qu'ils sont heureux ou qu'ils sont malheureux? Et où sont-ils? Et est-ce que les vilaines habitudes humaines, la jalousie, la possession, etc., est-ce que ça existe aussi dans cet entre-deux? Eh bien, vous allez lire le livre, comme le disait tout à l'heure Jen, pour le découvrir. Voilà. Ça s'intitule Les Ravissements. C'est un roman traduit de l'anglais donc par Dominique Goa-Blanquet, qui est paru aux éditions Sabine Vespizer et qui était vraiment un très, très beau livre. Alors, j'avais juste une petite question à vous poser aux uns et aux autres avant, puisqu'on parle quand même de cette renaissance de la littérature irlandaise qu'on a quand même... J'allais poser presque la même question, je pense, vas-y. Je dis, puis tu complètes si tu veux. C'est ce renouveau peut-être de la littérature irlandaise qu'on a quand même bien connu et que l'on a bien aimé. Ici, on a déjà reçu des auteurs irlandais dans les années passées. Je voudrais savoir, est-ce que ça existe? Oui, il y a des grands festivals aussi, des grands festivals littéraires chez vous, non? Et des rencontres comme celle-ci. Vous pouvez nous en dire un mot, Donald? Well, Ireland is just one big literary festival. The whole country, all the time, is like this. Pretty much. It's great. En fait, l'Irlande, c'est juste un festival littéraire géant. Donc c'est parfait, c'est tout le temps comme ça. La réponse vous convient, tout le monde? Quelque chose à ajouter? I have a slightly different answer. J'ai une réponse un peu différente. I've been writing since I was 15, and I signed my publishing deal at 45. And I needed Anna Burns to win the Booker, and I needed Lisa McGee to get Derry Girls before a publisher would look at the sort of stuff I've been writing. So I've like this back catalogue that's not published yet, which is very exciting for Ireland, I think, and my mother. So that's kind of, I do feel that maybe, not all the voices were heard equally, and I think there's an even more exciting time ahead. And I know that people like Donal, who've had amazing writing out there, and we've all learned from it. And I can't wait to see what he does next. But that's my impression. Alors moi j'ai donc une réponse un peu différente. J'ai mis très longtemps à réussir à publier ce texte et il a fallu attendre que Anna Byrne publie Milky Man et que Lisa McGee publie Derry Girls pour que soudain quelqu'un s'intéresse à mon travail. Et en fait j'ai tout un catalogue, j'ai tout un stock de manuscrits à publier, donc vous allez voir ce que vous allez voir. Elle va être là tous juste les ans. pour dire que toutes les voix ne sont pas entendues de la même manière et donc l'avenir est encore plus radieux et je suis ravie de ce que dit Donald parce que je trouve que c'est une voix singulière et je suis aussi impatiente de lire ce qu'il va nous proposer à l'avenir. I have seen some of Michelle's new writing and it is very, very exciting. You're all in for a treat. J'ai lu en partie des textes de Michel qui ne sont pas encore publiés et je peux vous dire qu'ils sont formidables, vous avez beaucoup de chance. And I will add to what Michelle said, which is entirely truthful, as is Donald's. Like there's a lot of drinking and a lot of writing going on. But I think one of the next exciting phases for Irish writing will be the contending for us to continue being European writers as well. I think we're all very intent to continue conversations like this with our colleagues from across Europe and make sure that we don't just all sit in Ireland having the drinks and telling ourselves that we're marvellous and just listening to each other.
we need to listen to you lot as well. So thank you for including us. Alors, je voudrais dire que, certes, Donald est quelqu'un qu'on a énormément de plaisir à continuer à entendre et qu'effectivement, ce qu'il disait est parfaitement vrai. En Irlande, on écrit beaucoup et on boit beaucoup, ça c'est sûr. Maintenant, je pense que pour ajouter quelque chose, je dois dire qu'il nous faut continuer à lutter pour être entendu de l'Europe et pour faire partie des écrivains européens. Il ne faudrait pas que nous nous contentions de rester assis en Irlande et de boire entre nous et de nous contenter de ce que nous faisons. Il faut absolument que nous continuions à avoir des contacts avec les auteurs européens, avec la littérature européenne et à avoir des conversations telles que celles que nous avons aujourd'hui et en face de vous comme public. C'est extrêmement important. Voilà, il faut trinquer avec tout le monde. Merci, vraiment, merci beaucoup pour ce beau plateau. Alors, on va rappeler les titres des livres. Vas-y, commence. Alors, Michel Gaden, ce que Majella n'aimait pas aux éditions Joël Losfeld, et c'est une couverture très pop et pleine de gras, mais l'intérieur n'est pas du tout gras. Le livre de Donora Ryan, Soleil oblique et autres histoires irlandaises, paru aux éditions Albin Michel et traduit par Marie Hermet. Et puis le livre de Jen Carson, Les Ravissements, paru aux éditions Sabine Vespizer et traduit par Dominique Goy-Blanquet. Merci Dominique, merci Rachel, merci Marie, merci Pascal. Et bravo à tous et merci à vous d'être si nombreux. Merci Maët.